Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de retrouver pour notre 4e session Daphna Mouchnik pour nous parler de ses métiers d'auxiliaire de vie par le biais de son livre Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement, édité chez Fauve Édition. Bonjour Daphna. Bonjour. Donc, il y a une petite chose que je voulais souligner que j'ai trouvé drôle, parce que votre livre dresse effectivement un état des lieux d'un métier assez méconnu que sont l'auxiliaire de vie, qu'est l'auxiliaire de vie, mais vous ne le racontez pas du tout de manière triste et vous avez quand même beaucoup de légèreté, même si vous traitez de ce sujet très sérieusement. Et c'est ce que j'ai trouvé drôle, c'est le nom que vous avez donné à vos familles, enfin aux personnes chez qui vous allez, et qui m'a fait penser à cette petite série chez Hachette Jeunesse là, dans les années 80. Là. Alors on a Madame Fragile, on a Madame Propre, on a Madame Déboussolée, un monsieur qu'on adore, une Madame Trop Mimi, une Madame Coste-Jour. Et alors, le pompon, c'est Madame Magrave pris le chou. Donc, hier, quand on s'est quitté, vous disiez que le but de votre livre était de décrire une réalité, pas du tout de donner à penser qu'on était chez les bisounours. Parce qu'effectivement, vous décrivez une réalité. Il ne s'agit pas d'enjoliver un métier. Il y a aussi des personnes qui prennent le chou, des personnes âgées pas toujours faciles, même si vous ne parlez pas que d'elles, mais vous ne les oubliez pas quand même, parce que le but n'est pas non plus de décrire un métier oui, non, mais moi j'ai facile. vraiment envie d'embarquer les gens dans notre réalité, donc pas question de faire de l'angélisme, et même d'ailleurs, à un moment donné, je parle d'une auxiliaire de vie que j'appelle Madame Rien à Carrer, parce que elle a décidé de pas m'aider, et que voilà, donc, du coup, je dis beaucoup de bien d'une manière générale des auxiliaires de vie, mais j'ai aussi conscience que parfois, je ne recrute pas toujours la personne idéale. Voilà, on est dans la réalité, et c'est vrai pour les personnes qu'on accompagne. Hein, c'est pas parce qu'on devient vieux ou parce qu'on est malade ou parce qu'on devient quelqu'un de bien, quoi. On vieillit. On n'est pas tous des sages. Voilà, on vieillit comme on a été toute sa vie. J'ai même l'impression qu'on est plus une caricature de ce qu'on a été toute sa vie. Et donc moi, j'avais envie de partager avec vous ces personnalités qui font que, bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui nous mènent la vie dure, mais après, quand on se le raconte, ils nous font quand même sacrément rire. Et voilà, donc je le partage, et du coup, c'est exactement à ça que ça m'a fait penser quand j'appelle Monsieur Intel, parce qu'effectivement, je lisais ces petites histoires quand j'étais petite et je les ai lues à mes enfants plus tard. Et j'ai même regretté de pas avoir eu cette idée pour le premier livre où j'ai été inventer des noms qui sont complètement insipides, alors qu'en fait, les Monsieur, Madame, je trouve que c'est chouette, quoi. Enfin bon, Magrave pris le chou, j'ai trouvé ça très drôle. C'est une manière aussi de mettre un petit peu de légèreté dans votre réalité aussi. Oui, en fait, quand j'ai voulu parler de cette dame, je lisais un mail de Marie qui travaille avec moi, dont je parle aussi dans les livres, qui me dit « J'ai eu Madame Intal, elle m'a grave pris le chou ». Et je me dis « Bah voilà, on va l'appeler comme ça, c'est Madame a grave pris le chou ». Et donc elle raconte, et je comprends pourquoi Marie dit ça, parce que la petite dame, elle lui fait mener l'enfer, quoi. C'est une vraie Tati Daniel, comme dans le film. D'ailleurs, en parlant de film, j'ai trouvé, vous avez fait référence en début de semaine à un film Intouchable. Moi, il m'a plus fait penser à un autre film, et je me suis dit, c'est un petit peu le hors norme, puisque moi, c'est plus à hors norme le film de, là aussi de Toledano et Nakache. C'est les mêmes.
ce film qui nous décrit une réalité assez dramatique parfois, comme vous pouvez rencontrer dans votre métier avec les auxiliaires de vie, mais qui est raconté de manière à donner à connaître cette réalité sans plomber les gens, quoi. Et vous avez réussi en littérature, par l'écriture, à garder cet esprit de ce film hors norme. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que quand on referme, d'ailleurs on a du mal à le refermer, mais votre livre est construit sous forme de petits chapitres, donc je ne vais pas dire que c'est un thème à chaque fois, mais c'est une parenthèse à chaque fois, et on va jusqu'au bout assez facilement. Bah, vous ne pouviez pas me faire plus joli compliment parce qu'en fait, je suis littéralement dingue des films de Nakache et Toledano, que quand j'ai écrit le premier livre, je n'avais qu'un rêve, c'était qu'ils aient envie de l'adapter en comédie. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait ce que vous disiez. Je crois qu'on rentre dans le cœur des gens quand on arrive à les toucher à travers l'humour et l'émotion. Et que finalement, si on me dit ton livre, je l'ai trouvé drôle et émouvant, c'est parfait en fait. C'est juste ça dont j'ai envie, qu'on me dise que c'est drôle et émouvant, parce que je sais que du coup, je suis rentrée dans le cœur des gens. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire d'une manière incroyable. Donc je ne vous cache pas que j'ai même été les rencontrer pour leur offrir mon livre. Ils étaient sur le tournage de Hors Normes. Et j'ai été voir Hors Normes. Et quand j'ai vu Hors Normes, je me suis dit, alors, toute proportion gardée, parce que quand même, cette association, elle est assez incroyable. C'est vrai qu'on est bardé d'injonctions, de faire comme ci, de faire comme ça. Et des fois, si on appliquait à la lettre ce qui nous était imposé pour de très bonnes raisons, des raisons de droit du travail, de sécurité, de je sais, tout ce qu'on imagine, en réalité, on n'irait pas chez les gens. Quand je vous disais qu'on intervient chez des gens qui ont accumulé 20 ans de déchets dans un appartement parisien, qu'il y a des asticots, que la dame, ses cheveux, il n'y a pas 1 millimètre de cheveux qui n'est pas couvert d'une lente. Voilà, en termes d'hygiène et sécurité qu'on doit assurer pour ses salariés, je ne suis pas du tout dans les clous. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends le risque de me retrouver au prud'homme, parce que cette auxiliaire de vie, elle peut dire « Non mais regardez dans quelles conditions mon employeur me fait travailler », ou j'abandonne la dame, et puis la dame, personne ne va s'en occuper, et puis elle va mourir. Voilà, donc on est toujours dans un entre-deux, et d'où l'importance d'associer les auxiliaires de vie à la construction de leur emploi du temps et auprès de qui elles sont prêtes à intervenir. Cette dame-là qu'on accompagne en ce moment, j'ai dit, je pense, au moins 10 fois à l'auxiliaire de vie, écoutez, Elisabeth, si vraiment à un moment donné vous pouvez plus, vraiment, vous en voudra pas. Et elle me dit, mais si c'est plus moi, qui ira ? Et je trouve ça incroyable parce qu'il faut imaginer ce que c'est d'intervenir auprès de cette dame qui ne veut pas d'aide, qui est certainement très malheureuse, qui est en souffrance. Imaginez avoir autant de poux là, avec cette chaleur, etc., qui pourtant ne nous aide pas du tout à améliorer ses conditions de vie. Et cet auxiliaire de vie qui continue à y aller, qui est dans cette impuissance aussi, mais voilà. Et là, donc, ça devient un sacerdoce, quoi. C'est souvent un sacerdoce. Là, je vous en parle parce que ça arrive maintenant, là, c'est à chaud. Mais on a souvent des situations de gens très désorientés, des familles épuisées qui en même temps demandent de l'aide et en même temps qui sont dans la culpabilité, puis en même temps c'est pas assez parce que comme je le disais, on vient qu'1 heure ou 2 heures et puis on se loupe parce qu'on a eu 200 appels et qu'on a oublié de transmettre la bonne information, que l'auxiliaire de vie qui connaît bien la situation, elle est malade et on va pas bien assurer le relais avec la personne qui va assurer le remplacement. Enfin, voilà, c'est toujours un sacerdoce aujourd'hui. Après, je suis certaine qu'il y a plein de choses à améliorer pour que ce soit moins compliqué pour les professionnels que nous sommes. Alors, vous avez un moment dans la semaine, on sait que ce sont des services, les services d'aide à domicile relèvent du département, parce que dans ce livre, vous remettez dans un contexte aussi politique et administratif.
au-delà des anecdotes des familles et des auxiliaires et de toutes les péripéties qu'elles peuvent vivre, qui donnent de la légèreté et de l'humour à votre livre. Mais vous parlez quand même de politique sociale, comme vous le disiez, et en disant que, étant donné que la politique, ça relève du département, que bien évidemment, tous les départements n'ont pas la même politique. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a des différences liées aux étiquettes politiques? Est-ce que je crois pas. Ou c'est juste une affaire de personnes, quoi. C'est une affaire de moyens, je pense, surtout. En fait, le département, il est dans un rôle complètement schizophrène. Il doit à la fois administrer son territoire, s'assurer que la population ait accès à l'indispensable. Les services d'aide à domicile sont indispensables aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap, mais en même temps, il doit financer ces services. Et quand il ne finance pas ces services, il doit au moins financer les allocations octroyées aux gens pour payer ces services. Bon, c'est très compliqué, c'est plusieurs formes de services, mais en tout cas, c'est au bout du bout, en très grande partie, le département qui paye, en tout cas pour les personnes qui ont peu de revenus. Et donc, il est dans cette situation schizophrène qui est de vouloir aider, accompagner sa population et en même temps de vouloir faire des économies parce que les collectivités territoriales sont dans une situation économique très très compliquée. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué et dont je me suis moi bien rendu compte parce que en dehors de ma casquette de directrice de service d'un service d'aide, je suis aussi présidente d'une fédération d'employeurs d'aide à domicile et donc grâce à cela, je suis en contact avec plein de services sur toute la France et force est de constater que il y a 101 façons d'accompagner les personnes âgées autant qu'il y a de départements. Et c'est pas dans le bon sens de la décentralisation. C'est pas pour être au plus proche de la population. Vous voyez, la décentralisation, elle avait été faite pour adapter les politiques sociales au plus près de la réalité de ses habitants. Pour avoir cette proximité qu'on n'a pas... Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les départements, ils font bien comme ils veulent ou comme ils peuvent, parce qu'il y en a aussi qui sont quand même pas très respectueux, pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Ils sont pas tous riches de la même façon non plus. Ils sont pas tous riches, oui, mais après il y a aussi une façon d'accompagner et de gérer les services d'aide à domicile, respectueuse ou pas. On peut le faire, on peut dire avec on n'a pas de moyens. Voilà, avec peu de moyens. Nous, on fait la démonstration qu'on arrive à faire avec peu de moyens, des choses quand même plutôt pas mal. Voilà, donc c'est un gros problème qu'il va falloir régler. C'est que c'est pas entendable qu'une vieille dame, un vieux monsieur ne puisse pas bénéficier de la même qualité de soutien, d'accompagnement en parce fonction... qu'elle n'habite pas dans le bon département, quoi. Voilà. Et donc là, il faut absolument trouver une solution qui permette une véritable unité nationale et une garantie nationale que les gens seront accompagnés de la même manière où qu'ils se trouvent. Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté qui est une réalité du secteur depuis toujours, mais qui a été mis en lumière plus pendant la crise Covid. Moi, j'avais la chance d'être à Paris. Quasiment tout de suite, on a ramé peut-être une semaine ou deux, j'ai plus de notion du temps, mais ils nous ont trouvé des masques, ils ont mis en place un système d'approvisionnement, ils ont mis en place une réunion téléphonique hebdomadaire avec les représentants des fédérations pour que nous-mêmes soyons les relais auprès des services. Il y a vraiment eu une volonté de travailler ensemble, voilà. Cette réalité, elle n'a pas été vraie partout. Quand je vous disais que les services d'aide à domicile n'ont pas bénéficié d'hôtels et tout ça, au niveau local, à chaque fois qu'ils ont pu, parfois, Paris a proposé un appartement qui se libérait à tel service. Alors, pas à tous les services, parce qu'ils n'avaient pas non plus... Mais en tout cas, il y a eu cette volonté de faire au mieux avec les moyens du bord, y compris de la part du département. Et ça a été notre chance. Alors, sans ça, je pense que je vous écrivais un livre 3 fois plus épais. Et puis, je ne sais pas si j'aurais le sourire aujourd'hui sans ce soutien. Voilà. Malgré tout. Sans ce soutien et cette considération. Et donc, du coup,
effectivement, assez vite, le gouvernement commence à faire des promesses aux soignants, à dire qu'il y aura des primes pour ceux qui étaient en première ligne. Et puis moi, mes auxiliaires de vie, toutes les auxiliaires de vie entendent qu'il y aura des primes pour les premières lignes. Et donc, elles sont en première ligne. Et voilà. Et donc, il se passe quelque chose que je ne vais pas trop dévoiler, qui me met quand même très en difficulté. Et où, en fait... j'ai envie de, là pour le coup, j'ai vraiment envie de jeter l'éponge tellement je suis dépitée. Et donc cette prime, elle a cristallisé beaucoup de choses dans mon récit et dans la réalité de tous les services. Qu'ensuite, le gouvernement a dit oui, il y aura des primes pour les auxiliaires de vie et a renvoyé cette prime au département. Et donc, on se retrouvait avec 101 façons de gérer la prime ou pas. Donc, il y a tout de suite des départements qui ont dit non. Beaucoup de départements ont dit non. Les départements qui ont dit oui, ça allait du prime de 200 € à une prime de 1 500 €. Enfin, voilà, des disparités incroyables qui a mis le secteur dans une amertume, c'était une forme de mépris, en fait, pour les professionnels que nous étions. Et moi, nous, on n'a pas les moyens de payer cette prime aux auxiliaires. On était dans l'incapacité de leur exprimer notre reconnaissance. Voilà. Et heureusement, il y a pas très longtemps, notre président, là, quand il est en vacances, a été visiter un service d'aide à domicile, a fait tout un tas d'annonces pour nous et a annoncé une prime de 1 000 €. Donc, la prime de 1 000 €, on n'est pas tout à fait lotis à la même enseigne que les soignants, puisque les soignants et les personnels des EHPAD ont eu 1 500 € pour les zones rouges où il y avait vraiment beaucoup de dangers, et puis 1 000 € pour les zones vertes. Bon, les services d'aide à domicile sur l'ensemble du territoire auraient obtenu 1 000 €, mais là encore, en fait, c'est 50% financé par le département, 50% financé par l'État. Donc, on ne sait pas trop dans l'application comment ça va se passer et est-ce qu'on va avoir encore de mauvaises surprises ou pas. Il n'empêche que ça nous a fait un bien fou d'entendre dans la bouche de notre président et durant toute une heure entière le souci de cette reconnaissance, de dire qu'effectivement nous avions été la digue de l'hôpital, que nous avions empêché des hospitalisations pour permettre aux soignants de s'occuper de ceux qui en avaient le plus besoin, que nous étions indispensables à cette gestion de la crise, que demain il y aurait cette loi grand âge et autonomie qui allait permettre aux Français de vivre dans de bonnes conditions à domicile, quel que soit leur âge et leur situation, et que pour cela, il fallait redonner les moyens aux services. Après, moi, mon inquiétude, c'est toujours que, en fait, souvent, on prend les choses du côté du soin. Parce que le soin, c'est quelque chose de noble, c'est valorisé. C'est valorisé, c'est voilà. Moi, je crois que les services d'aide à domicile savent faire énormément de choses, qu'on est dans le prendre soin, que le prendre soin, c'est indispensable, ça permet de garder les gens en vie. D'ailleurs, il y a eu tout un rapport incroyable qui a été fait par Jérôme Gage autour de l'isolement et qui a souligné qu'on meurt de l'isolement social et que les services d'aide à domicile étaient l'un des moyens pour y répondre. Pas seulement, parce que c'est l'affaire de tous, cette histoire de... Finalement, là je dévie, mais finalement, cette histoire de crise sanitaire, ce que j'ai trouvé super, parce qu'il y a quand même des belles choses qui sortent du pire, c'est quelque chose que moi, je crois vraiment, c'est la co-responsabilité. Et vous savez, des fois, on se retrouve en bas d'un immeuble, on n'a pas le code, on n'a pas le pass, et on sonne chez un voisin qui est excédé et qui nous dit « Qu'est-ce que vous foutez ? C'est pas mon problème que vous n'ayez pas le pass, etc. » Alors qu'en réalité, si c'est son problème, il y a une personne âgée qui habite son immeuble, il y a un service d'aide à domicile qui n'a pas le pass et qui l'aura peut-être jamais. Alors je ne dis pas qu'on doit le déranger tout le temps, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette idée, et c'est ce qui s'est passé de très fort pendant la crise sanitaire, qu'on est tous co-responsables les uns des autres et que c'est ensemble qu'on va trouver des solutions humaines et justes, et que c'est pas seulement l'affaire des professionnels. C'est aussi l'affaire des professionnels, mais c'est l'affaire de tous. Enfin voilà. Et donc du coup, notre président a souligné en tout cas le travail remarquable des services et leur importance décuplée dans les années à venir, et ça nous a fait à tous un bien fou. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui.
En tous les cas, donc, on va laisser place à une très jolie voix et puis ainsi qu'à la lecture comme le format de l'émission. Donc je rappelle le titre de votre livre, donc Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement chez Fauve Édition. Et on se retrouve demain pour notre dernière session. À demain. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À 2, à 1000, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. Daphna Mouchnik, Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement. Faut recruter et vite. 26 mars. Il aura fallu un virus venu de Chine. Il aura fallu que les familles soient séparées. Il aura fallu que l'économie soit à l'arrêt. Il aura fallu que les Français soient malades. Il aura fallu que nous ayons tous peur. Il aura fallu que le monde entier soit confiné. Il aura fallu que nous vivions un scénario digne d'un Marvel. Il aura fallu tout ça et plus pour qu'enfin un ministre de la Santé, notre ministre, s'adresse le 26 mars dernier au département pour y souligner le rôle social et humain essentiel qu'apportent les services d'aide et d'accompagnement à domicile, nos services. Il y demande de nous aider à organiser et prioriser nos interventions en direction des publics les plus vulnérables. Il y indique l'impératif de nous approvisionner en masques. Il y souligne la nécessité des versements de dotations forfaitaires au SAD pour nous permettre d'intervenir auprès de publics prioritaires. Il y insiste sur l'importance de maintenir le soutien financier au niveau qui était le nôtre avant cette crise. Enfin, là, s'agirait même de faire mieux encore, mais bon. Rachel, c'est chaud là. On manque de monde et il y a des nouvelles personnes qui nous sont confiées. Si une auxiliaire de vie de plus s'absente, l'équipe sera sans solution pour la remplacer. Des gens vont se retrouver sur le carreau. Ok, je m'en charge. Mais alors du coup, les candidates ne viennent pas au bureau pour l'entretien ? Non, impossible. Faut que tu gères tout à distance. On ne recevra ici que celles qu'on embauche vraiment pour qu'elles signent leur contrat, récupèrent les masques et nous rencontrent. Ok, ça marche. Au fait, j'ai eu la dame qui t'a contacté sur LinkedIn. Elle a l'air super. La veille, j'avais reçu le message de Fatma que je ne connaissais pas. Si vous avez besoin de personnel, je me porte volontaire dans cette période difficile. Bon courage à vous et à votre équipe. Bonne soirée. J'avais demandé à Rachel de lui faire passer tests et entretiens à distance et 3 jours plus tard, elle signait son contrat de travail. Une chance. Il y a des gens comme ça. Ils auraient pu attendre que ça se passe. Visiblement, Fatma était sans activité lorsqu'elle m'a contactée. Elle aurait pu rester chez elle jusqu'à la fin du confinement. Pourquoi s'embarquer dans pareille galère ? Muriel, qui ne travaillait plus avec nous depuis plusieurs mois, nous a passé un petit coup de fil. J'étais coincée au Cap-Vert. Heureusement que j'y ai de la famille. Je ne sais pas comment j'aurais tenu sans ça. Mais là, je suis rentrée. Je me suis dit que je pouvais vous être utile. Merci Muriel. Oui, vous n'imaginez pas combien nous avons besoin d'aide. Petit à petit, Rachel parvient à recruter les auxiliaires de vie qui nous manquent. Pour l'y aider, il y a Pôle emploi. Il y a aussi Dominique qui met gratuitement sa plateforme numérique à la disposition des SAD durant la crise. Grâce à lui, c'est Alice et Nawel qui rejoignent l'équipe. On respire. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.